Toi, oui toi mon bonhomme, c'est de toi que je parle. L'épisode du jour sera placé sous le signe de l'amour, de la rêverie et de la douceur. Alors si tu te sens un peu désarmé, esseulé, déboussolé, effrayé par le silence de ces espaces infinis ou de ta messagerie Tinder, laisse-moi te rassurer un poil avec les superbes ouvrages des éditions Phoenix. Comme vous le savez si vous suivez cette chaîne depuis un moment, les éditions Phoenix sont une maison française de Qualitax++, qui publie de beaux livres centrés sur le patrimoine historique français, et qui reverse aussi une partie de ses bénéfices à la préservation de notre patrimoine. Stylé, non ? Bah attendez de voir ça. Paf, Bainville. Paf, Histoire de France. Attends mais là, France et Bainville dans la même phrase, qu'est-ce qui se passe ? T'es pas émoustillé ? Bah j'espère que si. Et en plus, à compter de la sortie de cette vidéo, pendant 2 semaines, les éditions Phoenix baissent le prix de l'édition collector de Bainville à 65€. Pour la qualité proposée, c'est solide hein. Alors à moins d'avoir le cerveau en marmelade après un marathon TikTok de 48 heures, tu devrais foncer là. Dorure, finition soignée, édition grand format, c'est ultra lourd. Pas mal non, c'est français. Quoi ? Les frais de livraison ? Si t'es en France métropolitaine, c'est 1 centime en mondial relais hein. Excuse-moi mais on peut difficilement faire mieux. Alors quoi ? T'es emballé ? Tu demandes où on signe ? Bah en description. Premier lien, Zou, c'est la route directe vers le pimpage absolu de ta bibliothèque, alors cultive-toi, embellis ta déco et soutiens une entreprise qui est ton youtubeur favori dans sa noble quête. On compte sur toi beau gosse. Faut vivre la vie au jour le jour, à la seconde. Alors on apprécie les détails, des trucs comme ça. Les éditions Phoenix, c'est de la qualité, vas-y, tu seras pas déçu. Et place à l'épisode. Bon... Les gars, qu'est-ce qui fait un grand artiste ? Comment se fait-il que certains sachent mettre bout à bout des mots, des images, des efforts sur la matière pour tracer ce qui fera rêver leurs contemporains et les générations qui leur succéderont ? Est-ce une affaire de prédisposition individuelle ? Faut-il participer à de grands événements historiques pour avoir une chance de laisser après soi quelques récits audacieux ? Ou est-ce que les sentiments, la sensibilité et l'amour jouent un rôle prépondérant dans toute cette facétieuse alchimie ? Eh ben, Henri Bell, notre sujet du jour, il va nous permettre de répondre à ces différentes questions. Quoi ? Plaît-il ? Ah, vous ne connaissez pas Henri Bell. Je vois. Et Stendhal, ça vous dit quelque chose ? Comment ? Oui, c'est le même bonhomme. Stendhal, c'est juste l'un de ces 53 819 noms de plumes, et vous allez voir que ce culte du secret et des alter-ego joue un grand rôle dans l'allure du personnage. Mais n'anticipons pas. Aujourd'hui, le menu va vous régaler. Campagne napoléonienne, relations passionnelles, vagabondage dans la somptueuse Italie, intrigue politique, roman ciselé, petit repas à 17 000 calories avec Honoré de Balzac. Ah ouais, ça va envoyer du lourd. Vous allez voir, sous ces dehors de petits fonctionnaires ventrus et indécis, Stendhal, c'est un sacré luron. Alors comment peut-on être à la fois tête à claque et charmant, sous-doué et surdoué, volontaire et velléitaire ? Est-ce que serrer des petites zoulettes de Toscane dans des palais en marbre avec vue sur l'Arno n'était pas en réalité la seule et véritable motivation de Napoléon pour débouler sur le pays des spaghettis ? Et peut-on survivre à la retraite de Russie avec un bouquin de Voltaire pour tout pactage ? Excusez-moi d'avoir lu des livres. Et bah voici quelques-unes des questions surprenantes auxquelles cet épisode répondra. Bienvenue dans une ode au voyage, à la découverte des beaux paysages et à la castagne solide, autant de valeurs saines et équilibrées qui sont aussi celles de Feu Follet, le protagoniste principal de l'Hydre jamais ne meurt, le 3e roman de La Giberne, ma propre maison d'édition. Alors si vous êtes Demolition Man, qu'on vient de vous sortir de votre question cryogénisée et que vous avez manqué le lancement de ce texte légendaire, hâtez-vous de rattraper votre retard en visitant le catalogue de la maison via le lien en description. Et pour les autres, vous avez pensé à laisser votre mail pour la newsletter ? C'est gratuit et on reste en contact comme ça. Pas mal, non ? Allez, passez donc visiter ce beau site et on se retrouve après El Generico. Andiamo! Le souci avec Stendhal, c'est qu'il y a tellement de trucs dans sa vie qu'on a tôt fait de s'éparpiller. Alors, pour les besoins de cette vidéo, je vais tâcher d'avancer méthodiquement. Déjà, d'où vient-il ? Eh bah, de Grenoble, où il est né en 1783 dans une famille de la haute bourgeoisie locale. Son grand-père maternel était un médecin réputé de la ville, et son père, Chérubin Bayle, qui n'a absolument pas une tête de chérubin, ça me fume, est avocat au Parlement de Grenoble. Et autant vous dire que tout de suite, le courant ne passe pas parfaitement entre le fiston et son popounet. Si Stendhal, qui n'est alors que Henri, idolâtre complètement sa mère et adore son grand-papy le docteur, il déteste en revanche viscéralement Chérubin et ses intrigues monétaires, juridiques et politiques. Malheureusement pour lui, dès 1790, sa maman décède en donnant la vie à sa petite sœur Pauline et Henri se retrouve seul tout avec Chérubin, grosse ambiance hein. Imagine un gosse face à ce mec purée. Ça ressemble à rien quoi. Et sa tante Séraphie, une vieille bigote insupportable. Ah et si, il y aura aussi l'abbé Ryan qui va faire son éducation et se montrer tellement étouffant et inepte envers Henri que le gamin en restera toute sa vie athée. Ah bah mon cochon, ça se passe bien ces premières années dites-moi. Mais ne paniquez pas, la première grande constante de la vie de Stendhal, c'est l'alternance de hauts et de bas spectaculaires, et la seconde, c'est que les gentils gagnent toujours à la fin. Donc en 1797, quand l'abbé Ryan est exilé par la Révolution française et que Séraphie rejoint son créateur, Henri se sent plus libéré que Paris en 44. Initié par son grand-père au théâtre, à la littérature
littérature et à la philosophie des Lumières, il commence à s'ouvrir au monde et même à tomber sous le charme de quelques comédiennes locales, dont une certaine Virginie Kubly. Alors attendez, sur les rapports de Stendhal et des femmes, faut préciser quelques petits trucs avant d'avancer. Déjà, le mec est un giga timide. C'est simple, il n'ose jamais aborder les femmes qui lui plaisent et toute sa vie, il galérera à attirer l'attention de ses crushs. En même temps, t'as vu sa trogne ? Il a le collier de barbe d'un vieux prof communiste, pléonasme, et un front tellement large que si l'aviation avait existé en 1820, on aurait pu garer un B-25 dans sa ride du Lion. Clairement, il part pas gagnant, notre champion du jour. Néanmoins, et c'est important que vous le sachiez dès à présent, il a beau être timide, il n'en est pas moins persévérant. Et il va accumuler, peu à peu, au cours des innombrables voyages que l'on va découvrir ensemble juste après, tellement de nanas dans son plumard que ce gars est la preuve vivante que le bug Tinder peut se traiter et se résoudre. Donc ne perdez pas espoir, les gars. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Enfin, et dernier élément avant d'avancer, Stendhal passera plus tard d'une maîtresse à l'autre en permanence, mais il les aimera toutes sincèrement. Le gars, c'est pas juste un coureur de jupons, hein. Sans vouloir tomber dans la psychanalyse de bas étage, on peut dire que Riri, il va passer sa vie à chercher l'amour utopique et parfait avec une femme qui le comprendrait et le comblerait, sur laquelle il projette certainement un peu de l'affection qu'il avait pour sa mère, trop vite disparue. Touchant, non ? Attendez de voir le bestiau à l'œuvre, on va bien rigoler. À 16 ans, Riri se radine à Paname, officiellement pour préparer le concours de Polytechnique, mais officieusement pour se carapater loin de Grenoble et de son daron à la tête de Boss Dark Soul. Sur place, il peut compter sur deux de ses cousins, Pierre et Martial Daru, qui occupent des positions enviables au ministère de la guerre. Oui, à l'époque ça s'appelait vraiment ministère de la guerre. On faisait pas semblant d'être gentil à coups de frappes stratégiques et d'embargo militaire gênant. Là, on est en 1800, Napoléon s'échauffe en coulisses et la France s'apprête à débouler sur le rable de l'Europe avec une fulgurance époustouflante, donc autant annoncer clairement la couleur. De toute façon, en face, personne n'est ready. Fin du Kali Yoga. Conscience des minéraux, les golems ne sont pas prêts. Et Stendhal, il est pas ready non plus. Maladivement timide, peu au fait des us et coutumes parisiennes, il a le sentiment d'un puissant déclassement et il ne sait comment parler en public à un tel point que les Daru se demandent à un moment, premier degré, s'il est pas un peu teubé leur cousin des Alpes. Mais non, il est juste timide en fait. Et la personnalité de Pierre Daru, qui est aussi bienveillant qu'énergique et colérique, écrase pas mal Riri, qui va longtemps peiner à se faire sa place. Alors, comment il va s'en sortir ? Mais par la guerre, voyons. La lourde guerre. Le 7 mai 1800, Stendhal est versé à l'armée d'Italie et s'en va pour la bataille de Marengo. Alors soyons clairs, Riri ne sait ni tirer au pistolet, ni manier le sabre, ni même monter à cheval. Il ne parle pas italien et il est toujours aussi gauche avec tout le monde, mais en revanche, la découverte de l'Italie, ça le subjugue. Il avise pour la première fois de sa vie les Alpes côté Rital, la plaine du Pô, la région de Milan, et puis c'est l'aventure. Il se fait attaquer par des brigands, il longe d'abruptes falaises au col du Grand Saint-Bernard, il se fait tirer dessus au fort de Barde, et c'est tellement romantique. Le gars est aux anges. Et puis bien sûr, il y a les femmes. Alors le connaissant, il va tomber amoureux 227 fois par jour de toutes les belles italiennes, pléonasme, mais comme encore une fois il est ultra timide, il va finir par se rabattre sur les catins locales, ce qui va lui valoir une syphilis dont il ne guérira jamais complètement. Oh non, défaite. Ah, grosse défaite. De 1802 à 1811, toute la vie de Stendhal se résume à une série d'allers et retours entre Paris, qu'il déteste, et les différents endroits où le porte ses fonctions militaires et diplomatiques auprès des Daru et de l'empereur. Parce que oui, si Riri vient d'une famille de royalistes et qu'il se définit lui-même dans sa jeunesse comme un républicain, il va finir, après 1804, par se rallier pour de bon à Napoléon. Sous-lieutenant à Milan, apprenti acteur à Paris, banquier malchanceux à Marseille, intendant militaire en Autriche, auditeur au Conseil d'État, Stendhal multiplie à cette époque les voyages, les fonctions, les ébauches de textes qu'il n'achèvera jamais et les amourettes plus ou moins sérieuses. Il se rêve en époux de Victorine Mourier, la sœur d'un ami, il s'imagine au bras de Wilhelmine von Griesheim, la fille d'un gouverneur autrichien, et il pense même à Kuck, son cousin, en dragouillant sa donzelle, Alexandrine Daru, qui, fort heureusement, résistera à ses avances. Et si toutes ces petites amourettes ne sont pas très sérieuses, Stendhal entame aussi à cette époque une relation avec Angelina Berreiter, une chanteuse d'opéra, relation qui durera, avec des hauts et des bas, jusqu'en 1815. Bien entendu, cela ne l'empêche pas de serrer aussi une certaine Angela Pietragrua à Milan et de continuer à faire le grand tour des clandés de la péninsule parce que, voyez-vous, monsieur a la santé. J'ai payé beaucoup de choses, on reviendra aussi là-dessus. Durant toute cette période, Stendhal commence à se faire une place dans l'appareil d'État français. Et vous le voyez, il se déniaise sacrément du côté des femmes. Pourtant, tout cela ne lui convient pas vraiment. Ce dont il rêve, lui, c'est d'une œuvre littéraire, ou mélodique, ou théâtrale. Enfin bref, il veut créer, rêver, laisser filer ses pensées. Et la triste vie matérielle l'ennuie énormément. Et vous devez vous en douter, avec son caractère timide et rêveur, Riri n'est pas franchement taillé dans le même bois que Balzac ou Victor Hugo. Ces gonzes qui peuvent gratter un roman par jour sans forcer. Pour fuir un peu tout ce repoussant spectacle de la guerre, Stendhal décide donc de partir vivre dans une charmante campagne riante et verdoyante où
où il... Non, je rigole, il va faire la campagne de Russie. Moins 20 degrés, des cosaques illettrés aux trousses, Napoléon qui tape des perfs dantesques mais perd quand même à la fin, Moscou qui part en flammes comme l'économie française sous Bruno Le Maire, la Bérésina avec son supplément de gonze congelé vivant comme du Häagen-Dazs au congélo. Ici, on n'est pas là pour rêvasser. Alors, toute blague à part et malgré son dégoût, Stendhal va participer stoïquement à tout ce dawa, suivant de A à Z la campagne de Russie et se payant même le luxe, au moment de quitter Moscou, quand tout le monde tape de la vodka et de la Boostify pour tenir le coup sur le chemin du retour, de n'emporter qu'un volume des facéties de Voltaire, c'est dire le niveau lunaire de notre pélo. Survivant par miracle dans ces conditions, il va ensuite alterner les voyages entre Paris, la Pologne et l'Allemagne, le tout avec 38,5 de fièvre minimum et un état de santé au bord de la banqueroute, jusqu'à l'abdication de Napoléon en 1814. Il part alors se réfugier à Milan, où il se prendra le plus gros râteau de sa carrière auprès d'une certaine Mathilde Dambowski. En gros, pour faire simple, la nana grille Stendhal en train de la suivre dans la rue comme un gros stalker et elle ne lui pardonnera jamais cet affront. Aïe, coup dur pour Riri la fleur bleue. Pour exorciser cet échec critique, il va gratter De l'amour, un essai qui cherche à décortiquer le sentiment amoureux avec un étonnant mélange de rigueur et de fantaisie. C'est un texte difficile à lire de bout en bout mais agréable à feuilleter, plein de bonnes leçons et vers lequel on peut volontiers revenir. Je vous le recommande donc, le lien est en description, comme d'habitude. Bien entendu, si écrire un bouquin pouvait vous soigner de vos déceptions amoureuses, le panthéon littéraire ne serait pas farci de gros névrosés incurables. Et pour oublier vraiment son chagrin, Riri va reprendre sa tournée des Oulettes à Paris et à Londres, fréquentant, parmi beaucoup d'autres, une cousine de Delacroix et une amie de Mérimée à la fin des années 1820. Et côté Tunas, comme les darus ne sont plus là pour l'appuyer et que son padré, le chérubin chelou, a passé l'arme à gauche, Stendhal se lance à plein temps dans le journalisme et la littérature. Et autant le journalisme, vous savez ce que j'en pense, autant la littérature, ça lui réussit enfin. En 1827, il publie son premier roman achevé, Armance, l'histoire d'un couple rongé par l'impuissance qui suscitera l'incompréhension et même le mépris de ses contemporains. Oh, je ne comprends pas. Pas découragé, notre Riri des familles renchérit en 1830 avec Le Rouge et le Noir, un colossal banger intergalactique que je ne vais pas vous résumer ici vu que j'en ai déjà fait un épisode il y a vraiment longtemps et que je vous en remets le lien dans un coin de l'écran. Allez hop, on clique. Ses premiers ouvrages, couplés à l'argent que lui rapporte le journalisme et à l'amour sincère que lui porte une jeune italienne, Giulia Rinieri, commencent enfin à lui faire aimer Paris. Alors bien sûr, c'est le moment que choisit le destin pour le recatapulter sur la route. Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Avec l'arrivée de Louis-Philippe au pouvoir après la Révolution de 1830, la France se cherche de nouveaux diplomates et le nom de Stendhal est sorti dans la conversation. Comme le mec a voyagé partout, parle italien, connaît tout le monde sur place et est issu d'une bonne famille, c'est le candidat idéal, non? Alors zou, direction Civitavecchia. Pardon? Vous ne connaissez pas Civitavecchia? Mais voyons, c'est THE place to be. 7500 habitants dont 1000 bagnards, aucun salon mondain, aucun théâtre, aucun musée, aucune vie culturelle, une palanquée de curton austère et un job de fonctionnaire au service d'un roi banquier, fils de régicide. Qu'est-ce qui pourrait lui déplaire à Riri? Civitavecchia, c'est le tombeau pour Stendhal. Sur place, notre Gus dépérit à vue d'œil. Pour tromper l'ennui, il entame une masse de textes qu'il n'achèvera jamais et dont le plus célèbre reste Lucien Leven, l'histoire d'un fils de bonne famille qui se cherche une place dans le Paris de la Restauration et qui, malgré qu'il soit inachevé, est un colossal banger. Mais ça, Stendhal, ça ne lui suffit pas. Entre 1831 et 1836, il va participer aux premières fouilles archéologiques de la région, histoire de chercher un peu d'intérêt dans cette partie de l'Italie qui, pour la première fois, l'horripile profondément. Mais la vraie délivrance, c'est en mai 1836 qu'elle arrive. Notre Gus obtient un congé de 3 ans à Paris où il retrouve sa Giulia de poche et surtout où il dictera en seulement 52 jours son plus colossal chef-d'œuvre, La Chartreuse de Parme. Roman épique où se croisent Napoléon, des princes italiens, des ministres véreux, des petites comédiennes pas farouches, des évêques sans foi et des magnifiques amoureuses, La Chartreuse raconte les aventures de Fabrice del Dongo, un jeune noble italien fasciné par la France qui part s'engager dans les troupes de Napoléon, participe à Waterloo, doit rentrer en Italie et y mène une vie d'errance pleine de péripéties et de retournements géniaux jusqu'à devenir évêque, ce qui n'empêchera pas de se rapprocher de Clélia Conti, une jeune et sublime italienne. Mais en vous le résumant comme ça, je ne rends absolument pas justice à ce chef-d'œuvre total, plongée vertigineuse et admirable dans le sentiment amoureux le plus noble, roman comique qui met en scène une série de personnages drôles et profondément touchants, récit d'une vie hors norme qui rappelle tout ce que le 19e siècle donna de meilleur et hommage ironique à l'expérience combattante que Henri Bell lui-même connut auprès de l'empereur. Croyez-moi, si j'avais intégré ce roman à mon top 20 des meilleurs textes de tous les temps, c'est pour une bonne raison. Quand j'étais tombé sur ce texte à 18 ans, malgré sa belle taille, je l'avais dévoré en 5 jours, le sourire aux lèvres. C'est fort, c'est lumineux, c'est puissant, c'est renversant. Si par malheur vous deviez passer à côté de ce chef-d'œuvre, sachez, premier degré, que je vous plains sincèrement. Il manquera quelque chose à votre vie. Alors rattrapez-vous, si vous ne l'avez pas encore, il n'est pas cher et je vous mets le lien en description. Vous êtes à 2 clics d'illuminer votre journée, alors procurez-vous ce grand livre. D'ailleurs, vous savez qui validait ce texte? Le lourd Honoré de Balzac, qui publie un article archi-élogieux sur la Chartreuse de Parme dans La Revue Parisienne, fin 1840. Et comme vous le savez, Balzac, c'est pas le genre à mâcher ses mots.
Il déclare donc: Monsieur Bell a fait un livre où le sublime éclate de chapitre en chapitre. Il a produit, à l'âge où les hommes trouvent rarement des sujets grandioses, une œuvre qui ne peut être appréciée que par les âmes et par les gens vraiment supérieurs. Enfin, il a écrit Le Prince moderne, le roman que Machiavel écrirait s'il vivait banni de l'Italie au 19e siècle. Voilà, Balzac, Machiavel, 1200 exemplaires vendus en un peu plus d'un an à une époque où 30% de la population est analphabète. Bon bah, c'est du lourd quoi. Alors, lisez ce texte, purée. Stendhal s'est littéralement tué à l'écrire, alors rendez-lui hommage, sacré nom. Hein? Ah oui, il s'est usé sur ce coup, le père Bell. Fin mars 1842, terrassé par une série d'attaques d'apoplexie, il disparaît à seulement 59 ans, reconnu par une poignée de connaisseurs et inconnu du grand public. Quelle indignité. Lucide, dès 1835, il écrivait « Je serai connu en 1880, je serai compris en 1930 ». Voilà. Allez, la bise à tout le monde. Et vous savez le pire, il avait exactement raison. Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour que Riri perce dans la mémoire collective et rejoigne enfin Balzac, Hugo, Dumas ou Flaubert dans le petit cercle fermé des immenses auteurs français de ce temps. Parce qu'à bien des égards, oui, Stendhal était un homme de l'avant-garde, un esprit supérieur qui a senti le monde à venir avant qu'il se profile réellement. Mais chez Stendhal, il ne s'agit pas d'un don de voyance en matière de technique ou de technologie, comme on peut en retrouver chez Bernanos ou chez Aldous Huxley. Non, la finesse de Stendhal, c'est d'avoir abordé des sujets sentimentaux et sociaux qui allaient passionner les gens tout au long du XXe siècle. Il suffit de penser à la peine de mort dans Le Rouge et le Noir ou à la question de l'homosexualité dans Armance, tellement sulfureuse que dans les années 1920, un siècle après la parution, André Gide lui-même, dans la préface qu'il rédigera pour le roman, n'osera pas affirmer frontalement que l'impuissance du personnage principal cache peut-être en vérité son attirance pour les hommes. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Et puis à côté de ces sujets modernes et sensibles, Stendhal c'est aussi un homme né avant la Révolution française, qui est l'héritier des romans d'aventure et des écrits philosophiques comme sa jeunesse en débordait. Non mais à bien y regarder, qu'est-ce que la Chartreuse de Parme? Si ce n'est l'apothéose des romans picaresques et d'aventure à la Walter Scott, dont toute l'Europe lettrée, dans la jeunesse de Riri, raffolait. En somme, Stendhal c'est le meilleur de l'ancien monde et du nouveau monde, la synthèse de l'ancien régime et de la nouvelle société qui s'apprête à éclore à la fin du 19e siècle avec les progrès techniques et les bouleversements sociétaux en préparation. Alors, saisissez l'opportunité, plongez dans les textes de Riri. Dans toute sa production, il faut clairement faire le distinguo, parce qu'il y a pas mal de journaux, de récits de voyage et de textes inachevés qui, s'ils ne sont vraiment pas inintéressants, ne sont clairement pas un bon moyen de commencer cet auteur. Non, pour l'aborder, privilégiez ses romans. La Chartreuse de Parme d'abord, puis Le Rouge et le Noir, et puis enfin Lucien Leven, qui, s'il est inachevé, pourra quand même bien vous régaler, y a pas de souci. Ah, et prenez de l'amour aussi, c'est un petit bonbon pour finir en beauté ce beau gueuleton littéraire. Et si les intrigues politiques vous plaisent, pourquoi ne pas jeter aussi un œil sur Pays Réel, le banger de la Giberne, toujours disponible en description de cette vidéo. Le texte est dispo en papier, en numérique, en audio, les commentaires des lecteurs sont excellents, clairement, va falloir sauter le pas un jour les gars, hein. Ce serait bête de finir comme des petits aptères de bas étage. Alors hop, on vient se promener en description de la vidéo, on se laisse tenter, on améliore sa bibliothèque, on est heureux, on remercie le hussard, et conclusion. Stendhal, c'est l'ode au voyage incarné. Il ne peut que vous faire rêver, vous transporter, vous inculquer un souffle romanesque qui ne vous quittera plus jamais. D'ailleurs, dans les années 1950, les hussards, Roger Nimier en tête, l'avaient bien compris quand ils proclamaient Riri comme leur glorieux modèle. Comme quoi, malgré son âge, l'œuvre de Stendhal a beaucoup à vous apporter aujourd'hui. Alors, bonne lecture les gars, et abonnez-vous en partant, hein, ça aide la chaîne. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là portez-vous bien. Pensez aux réseaux sociaux, au Tipeee qui finance ma boulimie de lecteur, et rompez les gars.